Mon expérience personnelle, c'est que moi j'ai connu le graffiti via les Black Dragons. Donc c'était pour moi, le graffiti c'était une façon de représenter sa bande, quoi, tu vois. Et quand je repérais les graffitis un petit peu qu'on s'appelle qui fleurissaient en 88, c'est parce que je pense que c'est quand même l'explosion du graffiti en France, quoi, au niveau du tag. Et à 88-89 jusqu'en 90, c'était vraiment les 3 années qui étaient vraiment où il y avait énormément de taggers. Au tout début, j'avais plutôt assimilé ça aux bandes. Après, j'ai vite compris en fait qu'il y avait beaucoup de crews qui s'étaient formés, qui n'avaient rien à voir avec les bandes et qui étaient aspirés, qui étaient directement liés au hip-hop. Le graphe, la fresque avec le tag, c'est 2 facettes en fait de la même pièce en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours tagué, j'ai commencé par le tag et puis j'arrive pas à les dissocier en fait. Même, alors aujourd'hui ça l'est vachement moins parce qu'aujourd'hui les gens se font connaître sur internet, ils n'ont vraiment pas besoin de faire trop de vandales non plus. C'est surtout de la communication qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque il fallait quand même faire sa part dans la rue, quoi. Donc c'était un passage obligé. Et le tag en faisait partie. Donc il y a des gens qui se sont cantonnés à rester que des taggers. D'autres qui ont fait des graphes avec. Comme certains aujourd'hui, ils se spécialisent que sur les trains. Par exemple, ils font que des trains et tu vois jamais leur nom sur les voies ferrées. Tu vois même des fois même presque jamais de tag d'eux dans la rue, quoi. Alors moi je suis peut-être une époque différente, j'en sais rien. Mais en fait on faisait tout. On faisait un peu de train, on faisait de la voie ferrée, on taguait dans la rue. Le tag est toujours resté très présent en fait. Quand j'étais petit, je voyais des inscriptions dans la rue, je voyais marqué le loto est truqué, machin. Bon, quelque part c'était du graffiti. Même si c'était pas lié au hip-hop, c'est pas lié à notre mouvement, mais il y avait un message politique. D'ailleurs, le plus grand tagueur en France, c'était Le Pen Vite. Il était partout, lui. Voilà, il était partout. Alors, je veux dire, c'est du tag quelque part. Mais moi, j'avais pas de revendication politique, bien que nous, c'était plutôt dans le geste. Et dans le geste, on avait l'impression quand même de se rebeller. Et il y a toujours ce fantasme en fait d'être hors des clous. Je pense que c'est ça qui motive aussi. Mais et pour le message en lui-même, qu'on s'appelle, c'est plus facile d'avoir un message quand tu fais de la fresque. Tu sais, il y a beaucoup de graffeurs, ils vont passer quelques messages, ils vont exprimer leurs idées sur des fresques, surtout ceux qui savent bien dessiner. Ceux qui dessinent, bon, ils ont plus de facilité à exprimer leurs idées. Mais c'est vrai que le tagger en lui-même, il marque son nom. Donc il n'y a pas de revendication flagrante en fait. C'est plus dans le geste. En fait, on peut pas s'empêcher, quoi. Dès qu'on a un stylo, dès qu'on a un feutre, un truc, il faut qu'on l'écrive, quoi. Donc ça accompagne mon art en fait. Voilà. Mais avec un code de déontologie dans le sens où je ne mets pas mon tag partout. Ça c'est clair. C'est-à-dire que quand je vais faire un tag, je suis pas là pour t'agresser non plus, quoi. Alors c'est sûr que les gens vont dire oui, c'est agressif ou j'en sais rien ou la publicité m'agresse moi. Moi je m'excuse, je peux être en voiture, en scoot, n'importe quoi, une publicité, une grosse publicité immense comme ça au bad, une meuf qui fait, ça m'agresse tout autant que je me sens aussi agressé, quoi, par le nombre de publicités qu'on prend dans la face. Donc je pourrais dire, voilà, on pourrait en débattre. Mais moi, je sais pas que j'oppose le privé au public, c'est-à-dire que pour moi, le public, ça t'agresse pas personnellement. On commence à taguer, mais quand je vais dans une campagne ou que je vais dans des endroits super propres, ou j'en sais rien, calme et tout ça, je tague pas, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas lieu d'être en fait. Mon tag n'a pas sa place. Je me suis donné un code de déontologie. Je ne tague pas sur du privé. Vous remarquerez que je ne tague jamais sur des camions. Je ne vais pas taguer sur un pavillon,
sur un crépi, de pavillon, tout ça. Je tague pas sur les endroits super propres en fait. C'est toujours assez urbain, sur une poubelle, sur un poteau, une route, un mur pourri. C'est-à-dire qu'en fait, taguer, ça te fait connaître, c'est vrai, mais j'aime pas trop non plus le fait de, pour monter, écraser les autres, quoi. C'est-à-dire que je vais pas me servir de ce qui t'appartient pour pouvoir me faire connaître, dans le sens où je vais pas taguer, je vais pas t'emmerder, quoi. C'est-à-dire je vais pas emmerder, mon tag va pas t'empêcher de dormir en fait. Voilà. Donc c'est vrai, ça se discute, quand c'est sur l'espace public, c'est commun, la RATP, la SNCF, etc. Bon ça, on peut en débattre, tu vois. Mais comme je disais, si un chat pisse partout, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut, au lieu d'engueuler le chat et de le foutre par la fenêtre, faut réfléchir pourquoi il a fait ça. Et je pense que depuis qu'on est petit, on l'a bien senti un mal-être dans les cités, un mal-être, voilà. Et le tag, ça a été quand même un échappatoire pour beaucoup de monde. Alors maintenant, c'est plus mon cas. Enfin, c'est plus mon cas, si, je suis encore plus révolté que quand j'avais 17 ans. Mais, ou 16-17 ans. Parce que maintenant, je comprends pourquoi je suis révolté. Avant, je comprenais pas. Je comprenais pas forcément. Mais c'est vrai que le tag, écoute, j'ai grandi avec. Donc du coup, ça reste un quotidien. C'est-à-dire que je peux pas... C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est peut-être une maladie mentale. Parce qu'en fait, on peut pas s'empêcher, quoi. Dès qu'on a un stylo, dès qu'on a un feutre, un truc, il faut qu'on l'écrive, quoi. Donc ça accompagne mon art, en fait. Voilà. Mais avec un code de déontologie, dans le sens où je ne mets pas mon tag partout. Côté sportif, tu vois. Il y a le côté aventure, il y a le côté sportif, je pense. Le côté, voilà, je suis passé par là. Je pense que ça a toujours existé. Il y a des gens, ils ont toujours fait des graffitis, même sur les arbres, ils ont dit pour marquer leur passage. Après, il y a aussi un problème, il y a aussi un côté de sorte de communication. C'est un microcosme en fait. Il y a un côté jeu dans le graffiti. Moi, ça me fait sourire quand je vois des mecs que je connais depuis des années, je vois leur blaze, purée, je me rappelle de lui, tu vois. Je revois leur tag apparaître. J'avais l'habitude de dire que c'était un peu une sorte de thérapie, c'est-à-dire que ça m'a éloigné de la violence des gangs et ça m'a découvrir un autre sport, tout simplement, une autre adrénaline en fait. Parce que c'est aussi le côté aventure et l'adrénaline que ça dégage. Je pense que c'est un shoot aussi, hein. Quand on va prendre un train, quand on va prendre un métro, il y a quand même un risque, donc on le sait, on en est conscient. Donc quelque part il y a une certaine je sais pas, j'ai pas le mot, mais un petit shoot d'adrénaline quand même, quoi. C'est pas, t'es concentré sur ce que tu fais, tu calcules bien ton truc, voilà. Et puis après t'es content du résultat. Donc c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que faire le même graffiti sur un mur dans un terrain vague, ça m'intéresse pas en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était pas, ça m'intéressait moins. Voilà, je voyais plein qui étaient tout le temps dans mes terrains, ils peignaient. Donc, sur un terrain, c'est pour faire quelque chose de hyper beau, hyper coloré et qui prend plusieurs jours à la rigueur. Mais juste passer 2 heures, 3 heures à peindre dans un terrain, j'ai jamais eu la passion de ça en fait. J'ai fait très très peu de terrain, très peu de graphes en terrain, parce que j'avais pas cette motivation. Mais par contre, faire un graffiti sur les voies ferrées où que le matin les gens vont le découvrir et de voir la réaction des gens et tout ça, à l'époque, les gens ils étaient collés. Il y avait les jeunes et tout ça, ils étaient collés sur les vitres pour regarder les nouveaux graffitis qui apparaissaient sur la voie ferrée. Aujourd'hui, maintenant, ça fait partie du décor. Voilà, tout le monde. Puis en plus, il n'y a plus beaucoup de graffitis de qualité sur les voies ferrées aujourd'hui parce que tout est saccagé, tout est toyé. Il n'y a que du chrome. Il y a très très peu de belles fresques. Et puis surtout que c'est surchargé, quoi. C'est surchargé, donc du coup, c'est moins intéressant. Mais c'est un mélange de tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a fait sortir un petit peu du gang. Quand j'ai commencé le graffiti, j'ai commencé comme tout le monde des lettres très simples, mais j'ai vite été dans le lifestyle. J'étais aussi influencé par ce que je voyais autour de moi, donc
même après ce que je voyais dans Spray Canard par exemple. Donc en fait j'ai tout de suite voulu faire des choses assez compliquées. Ensuite j'ai commencé à comprendre qu'en fait le Y-Style c'était un style qui pouvait être... c'est à double tranchant en fait. Un bon Y-Style pour moi c'était quand même... il fallait quand même que la lettre existe. Et c'est vrai que souvent je voyais des Y-Style qui étaient assez beaux dans l'ensemble, mais dès que tu décortiquais un petit peu la structure de la lettre, en fait la lettre elle avait ni queue ni tête. Et elle était même à la rigueur, si tu isolais la lettre de toutes les fleuritures qu'il y a autour, tous les espèces de passe-passe, les flèches et tout ça, bah, tu voyais une lettre qui était bof en fait, qui était pas terrible. Donc au début, j'étais j'étais comme ça en fait. J'avais qu'on s'appelle une vue d'ensemble qui me plaisait, mais après la lettre, je la trouvais pas terrible. Donc après j'ai été plutôt dans le semi-Y-Style où j'essaye de respecter la lettre. D'ailleurs, quand je dessine, j'ai la fâcheuse habitude de tout effacer à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin je fais plein de trucs, c'est super compliqué, et à la fin je simplifie, j'enlève des flèches, j'enlève plein de trucs, et à la fin il reste une lettre qui est quand même assez lisible. Une belle lettre simple, c'est quand même assez compliqué à faire quoi. Maintenant, par contre, quand on est dans la simplicité, on a du mal à innover, c'est-à-dire que tout a été fait. La typographie, machin, une lettre simple, c'est une lettre simple. Maintenant, elle est difficile à faire en graffiti, à apporter un style qui pète quoi. Quand tu vois la lettre, elle est équilibrée, elle est belle, elle est pure. T'as pas envie d'y rajouter quoi que ce soit. Mais après, t'as vite fait le tour. Donc forcément, on a envie d'aller plus loin dans notre travail. Et après, ça se transforme en wide. La plupart des gens ils font de la 3D maintenant. La 3D, c'est intéressant aussi, tu vois. C'est pas vraiment mon époque. J'en ai fait un peu, mais sans plus. Je mets de la 3D dans mes lettres, mais c'est pas de la vraie 3D. Mais c'est vrai que j'essaie quand même tout le temps de me cantonner à faire des belles lettres. Enfin, belles lettres, je suppose, tu vois. Mais j'ai pas vraiment un style bien défini. Je peux passer du simple au compliqué, à des trucs presque à la rigueur, un peu freestyle, tu vois. Tu connais mon style, tu vas me dire, voilà, tu vas lire les lettres S, H, U, C, K. Un novice, peut-être il va pas les lire tout de suite, il va me demander, il va me dire ouais je vois pas, mais en réalité la lettre est présente quoi, elle est tout le temps présente dans mon travail. Elle est toujours présente quand je parle. Quand je dis ça, on s'est compris, hein. Présente dans le sens où si je te la fais montrer, tu arrives à la lire et tu la vois et la lettre elle a tout de même une esthétique. C'est-à-dire qu'elle est pas, c'est pas que des fleuritures en fait. C'est vrai qu'avec les années, j'avais commencé à vouloir mettre en avant la lettre, uniquement la lettre. Donc je suis parti que sur du noir et blanc. Ensuite j'ai rajouté peut-être une couleur. Et c'est pas forcément accessible à tout le monde. On me l'a fait remarquer. C'est vrai que par exemple Bruno, lui, c'était un des premiers à les acheter d'ailleurs, parce qu'il connaît l'histoire du graffiti. C'est un passionné. Donc en fait, il s'est dirigé en priorité vers ce genre de toile. Mais c'est quand même des connaisseurs quoi, qui achètent uniquement de la lettre. Et dans qu'on s'appelle de son côté pur. Voilà, en plus, c'est comme si j'avais fait un sketch en noir et blanc, sauf que je l'avais reproduit sur une toile. Et ensuite, j'ai mis de la couleur. Et c'est vrai que là, par exemple, les personnages, ça donnait un petit peu le côté iconique du personnage, et tout le monde les reconnaît. Et ça donnait qu'on s'appelle une espèce de lecture différente, ça parle aux gens un peu plus. Et moi ça me fait plaisir aussi, parce que c'est quand même l'univers dans lequel j'ai baigné toute ma vie. Mais ça rajoute un petit truc au graffiti. Celui-là par exemple c'est un graffiti que j'ai réalisé à Paris, au Puce de Paris. Il y a une mise en scène. Mais par contre c'est vrai que moi j'affectionne plus le graffiti pur, c'est-à-dire que le lettrage. C'est vraiment sur ça que je travaille beaucoup. Mais c'est vrai que maintenant dans mes murs, j'essaie de mettre beaucoup plus j'essaie de lier le dessin, de mettre du dessin avec mon travail de lettrage. Mais en toile,
C'est-à-dire que passer du mur à la toile, ça a toujours été assez compliqué en tant que graffeur en fait. Alors souvent, on verra dans le graffiti, des gens ils vont trouver une recette, et puis ils vont la répéter, et puis en fait, les gens ils vont l'identifier, et puis s'ils changent de style, ils vont plus le reconnaître en fait. Alors j'ai eu un petit peu de mal avec ça, parce que il y a la transition mur-toile qui est pas évidente, et depuis le début, depuis les années 90, je me bats pour que mes toiles, soit ce que je fais sur toile, soit ce que je fais dans la rue en fait. Et c'est ce message que j'essaie de passer. Voilà, et ça commence à aujourd'hui les collectionneurs qui sont d'une génération, qui sont de notre génération même, donc ils commencent à comprendre. Et maintenant, on voit des collectionneurs qui ont la quarantaine, trentaine, et qui ont grandi avec nos graffitis. Pour moi, c'est à la fois le volet vandale. Moi, je suis jeune, donc à cette époque-là, je m'intéresse à l'art parce que mon père m'emmène chez les antiquaires, j'ai pas d'argent, donc j'ai pas envie d'acheter de multiples. Et puis je prends le train tous les jours pour aller au bureau. Et là, je commence à voir des énormes pièces sur les murs. C'est ma génération, je m'identifie. Et à cette époque, le plus actif, à mon avis, c'est toi. Quasiment toutes les semaines, je vois quelque chose quand je prends le train. Et puis Darko, Sino, tout ça, on était des groupes qui étaient exactement sur la ligne Saint-Lazare, la ligne 1, tout ça. Voilà, tout le reste, quoi. Et aujourd'hui, on redécouvre ça, tu vois, parce que effectivement, il y a Paris, mais ce que vous avez fait et ce que vous apportez, je pense, c'est la couleur, quoi. T'es un vrai coloriste et ce travail-là, on le retrouve aujourd'hui dans ce que tu fais. Voilà. RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h en ce début de semaine pour bien la commencer dans les masques tombent. J'espère que vous allez bien et comme d'habitude pour retrouver l'interview, pouvez vous rendre sur notre page RCN en podcast ou sur notre page YouTube également. Et aujourd'hui dans les masques tombent, je reçois l'artiste Chuck Too, grand amateur de graffiti dans le métier qui expose en ce moment à la galerie Gosselin-Kunz située place de la Carrière. Salut, bienvenue, comment tu vas ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ça a commencé dans les fin années 80, il me semble. Est-ce que tu as remarqué une évolution dans le milieu du graffiti, comme tu parlais, cette évolution au niveau de peut-être la reconnaissance ou comment ça se passe dans le milieu artistique en fait? Alors c'est vrai que la reconnaissance, il y en a deux sortes. Il y a la reconnaissance dans la rue. Celle-là, elle est acquise depuis très longtemps, dans le sens où on l'est reconnu et connu par nos pairs et puis par les gens de ce mouvement. Ensuite, il y a une reconnaissance institutionnelle, on pourrait dire ça, je pense, ou même des autres mouvements artistiques comme l'art contemporain. Non, là, il y a un plafond de verre qu'on a du mal à briser. Peut-être qu'ils nous considèrent comme une sous-culture, ou, voilà. Mais pourtant, ils ont du mal à admettre que ça plaît, en fait. On fait des expositions, des fois, dans les galeries des artistes contemporains et tout ça, ils font un petit vernissage, il y a quelques personnes, c'est toujours les mêmes, etc. Et une fois on l'avait fait, ils ont accepté qu'on puisse exposer du graffiti. Et la responsable a dit, j'ai jamais vu autant de personnes dans un vernissage. Vernissage. Il y avait trop de monde, quoi. Ils étaient étonnés, mais ils dit, ça a ramené vraiment énormément de monde. Ensuite, il y a les écoles qui ont voulu participer, qui sont venues avec les gamins et tout, du primaire et tout, visiter l'expo pendant tout le mois. Donc ça suscite énormément d'engouement. Mais malgré ça, on veut quand même nous empêcher de nous reconnaître en tant qu'artistes contemporains. Enfin, il y a une espèce de concurrence où on nous freine quand même sur les marchés publics, par exemple.